Hey, thank you for your introduction. Merci beaucoup de m'avoir présenté. Vous m'entendez bien? Oui? Merci. Donc tout d'abord, je souhaiterais remercier les organisateurs de me donner l'opportunité de parler pendant 20 à 30 minutes. Et je souhaiterais donc vous présenter l'expérience japonaise, donc en termes donc de gestion intégrée des sédiments au niveau national. Donc, je m'appelle Yoshimitsu Tajime, je suis professeur à l'université de Tokyo, je suis spécialisé dans l'ingénierie côtière et je vais donc vous parler de la gestion intégrée des sédiments et de la protection côtière. Donc, les concepts de base de la gestion intégrée des sédiments, c'est qu'on regarde l'ensemble de la ligne des sédiments. Donc, à partir du point de vue de l'ingénierie côtière, on voit d'abord qu'il faut regarder tout en haut, remonter vers l'amont. Par exemple, dans cet exemple, on voit que au niveau qui est près de l'amont, nous avons première mesure, contrôle du sable, contrôle des graviers afin d'assurer un transport des sédiments suffisant, sans perdre pour autant la fonction de prévention des catastrophes naturelles. Ensuite, on descend. Ensuite, au niveau de la mesure 2, on voit à chaque fois qu'il y a des barrages. Comme il a été présenté tout à l'heure par un autre panéliste, il peut y avoir des problèmes liés à ces barrages fluviaux. Et donc, il faut y apporter une grande attention. Et par exemple, dans la mesure 2, nous avons ici donc un équipement donc de déchargement des sédiments qui permet également, à travers des décharges d'eau planifiées, de maintenir le transport des sédiments à un niveau convenable. Ensuite, au niveau des plaines, donc on y est mesure 3, nous avons donc l'utilisation de barrages pour utiliser les sédiments qui sont restés à ce niveau-là pour reconstituer les plages qui se trouvent en aval. Et qu'est-ce que nous attendons de l'ensemble du contrôle de cette ligne sédimentaire? Eh bien, d'avoir un apport en sédiments suffisant et de pouvoir conserver ou restaurer les environnements fluviaux. Dernière mesure, mesure 4, c'est le contrôle du transport des sédiments qui permet notamment donc de remettre en état les plages et même avec peu de sédiments, il nous est possible donc de limiter l'érosion côtière. C'est ça l'objectif. Voici donc la structure. Vous avez donc le barrage qui permet donc le déplacement des sédiments. Nous avons également des tunnels de déroutage, donc de dérivation qui existent et qui permettent le transport de sédiments. Enfin, nous avons d'autres structures qui nous permettent au niveau des plages de contrôler les sédiments. Et nous travaillons maintenant au Japon sur plusieurs zones fluviales, des plans de gestion intégrée des sédiments. Et évidemment, pour chaque fleuve, nous avons une autorité différente, dédiée. Et vous pouvez voir en rouge les fleuves qui font déjà l'objet d'un plan intégré de gestion des sédiments. Donc, en fonction des rivières, vous avez évidemment des types de sédiments différents. Entre le Japon et l'Afrique aussi, il y a des différences entre les fleuves, mais je pense qu'il y a aussi des points communs et donc ce partage d'expérience pourra être utile à mes homologues africains. Pour promouvoir ce type d'activité, donc ce type de création de plans, eh bien, le ministère du territoire japonais a mis en place un certain nombre
logo, donc un logo de promotion que vous pouvez voir en bas à droite de cette diapositive. Et donc ça nous permet donc d'avoir un sens commun sur l'ensemble du territoire. Voici donc le tableau de gestion des flux de l'élaboration d'un plan de gestion des sédiments intégrés, donc étape par étape. Tout d'abord, il faut comprendre les caractéristiques de la zone fluviale. Pour cela, il faut faire des enquêtes de terrain. Ensuite, il faut, à travers cette enquête, identifier les problèmes du système sédimentaire. Ensuite, établir un certain nombre d'objectifs que vous voulez atteindre, puis mettre en place des mesures qui vont vous permettre d'atteindre ces objectifs. Tout ça se traduit par des mesures concrètes. Une fois que ces mesures concrètes ont été mises en place, il faut créer un plan de suivi qui va vous permettre de voir l'impact de ces mesures sur le terrain, parce que c'est important de comprendre quel est l'impact des mesures que l'on met en œuvre sur le terrain. Et une fois que tout ça est créé, eh bien le plan passe en phase opérationnelle. Il est élaboré et ensuite on passe en phase opérationnelle. C'est le petit schéma que vous pouvez voir en bas, entouré de petits pointillés bleus. Donc, mise en œuvre des mesures du plan, suivi, évaluation. Est-ce qu'il faut changer les mesures en place? Si ce n'est pas nécessaire de modifier les mesures qui ont été établies, eh bien, on continue donc à avancer. Si oui, eh bien, dans ce cas-là, il faut revoir le plan. Tout ça doit se faire dans le cadre d'un cycle PDCA, c'est-à-dire action, planification, action, vérification, amélioration. Et c'est ainsi qu'on crée un cercle vertueux. Et s'il y a un changement significatif qui doit être apporté au plan, eh bien, il faut revenir au tout début, c'est-à-dire ou au niveau de l'enquête ou au niveau des objectifs, détermination des objectifs, en fonction des relevés que l'on aura eu après suivi sur le terrain. Il est peut-être nécessaire également de revenir au tout début du processus si jamais il y a des événements, des catastrophes naturelles ou des événements de fort impact qui vont modifier les apports sédimentaires au niveau des montagnes, par exemple. Quelles sont les autres situations qui peuvent nécessiter une révision du plan? Eh bien, peut-être une nouvelle technologie qui arrive et qui modifie un petit peu la façon dont on travaillait, peut-être des nouveaux problèmes qui n'étaient pas présents lors des premiers relevés, peut-être également une nouvelle activité humaine de l'urbanisation, par exemple. Et avant d'élaborer ce plan de gestion intégrée des sédiments, il faut tout d'abord créer une équipe avec l'ensemble des parties prenantes. Je sais qu'en Afrique, vous avez déjà créé ces équipes et vous êtes déjà prêts, dans la plupart des cas, à lancer votre plan, ou du moins à l'élaborer. Le plan doit intégrer les éléments suivants. Donc, tout d'abord, une description des objectifs du système sédimentaire que vous souhaitez mettre en place, une évaluation de la situation actuelle du système sédimentaire et des problèmes, les objectifs de votre plan, les mesures concrètes que vous allez mettre en place pour atteindre ce plan, ces objectifs, un plan de suivi et évaluation, et il faut également la clarification du rôle des organisations et des parties prenantes au sein de la mise en œuvre de ce plan. Maintenant, je vais vous présenter un exemple concret sur le fleuve Tenliu et sur la façon dont nous gérons les sédiments autour de cette plaine alluviale. Donc, voici donc ici, à partir de l'amont jusqu'en aval, l'ensemble des barrages et l'ensemble des systèmes qui sont mis en place en termes de transport des sédiments. Une fois que nous avons donc mis en place ce plan global, eh bien, nous voyons qu'il y a des relevés très concrets qui nous permettent de catégoriser les sédiments en termes de taille.
Donc, c'est la granulométrie des sédiments qui va nous permettre de les catégoriser. Donc, vous voyez, on a 4 catégories. Donc, les plus petits sont en général utilisés donc vont finir donc en mer, en eau profonde. Ensuite, la deuxième catégorie de granulométrie, donc ça va être utilisé, ces matériaux vont être utilisés pour reconstituer les plages. Puis en troisième catégorie, ce sera pour le lit fluvial, et quatrième catégorie également. Donc, je reviens sur la catégorie numéro 2, donc les sédiments qui vont être utilisés pour contribuer à la reconstitution des plages. Donc, ils sont entre 0,2 mm et 0,85 mm. Donc, il est important de catégoriser les sédiments ainsi, par taille. Et ainsi, on peut s'intéresser non seulement au volume total des sédiments, mais également aux catégories spécifiques de chaque type de sédiment par taille pour voir s'ils sont utilisés de façon correcte. Pour bien comprendre le système que nous avons mis en place au sein de la rivière Tenyu, eh bien, il faut s'intéresser au barrage. Et le barrage Sakuma, donc, est un des plus gros sur le fleuve. Vous pouvez voir ici en bas les relevés. Donc il y a 2 millions de mètres cubes par an de sédiments qui sont conservés sur ce barrage. Et il y a des goulots d'étranglement, des barrages donc qui nous permettent ensuite de gérer et de régler les transports de sédiments. À partir de ces quantités, de ces statistiques, eh bien, nous pouvons voir quelle est la quantité de gravier qui peuvent être prises. Ici, nous avons par exemple 0,8 millions de mètres cubes par an qui sont pris sur le total et qui sont transportés. Alors maintenant, donc nous avons donc 0,8 millions de mètres cubes qui sont utilisés pour les plages, pour la reconstitution et qui descendent donc vers la côte. Vous pouvez voir sur ces photographies donc des comparaisons entre 1946 et 2005 de la zone côtière en aval du fleuve Tenyu, et vous pouvez voir l'érosion extrêmement importante qui a eu lieu durant cette période. Par exemple, le phare en haut à droite, vous pouvez voir à quel point il a subi l'érosion puisque les fondations ont été mises à jour, et donc l'érosion est très très importante. Et donc, le niveau d'érosion et l'évolution de l'érosion est important lorsqu'on va fixer les objectifs de notre plan. Et notre système le long du fleuve Tenyu se concentre sur l'aval. Donc, un des buts est de maintenir la continuité du transport des sédiments à travers l'ensemble du système. Et donc, on se concentre sur les barrages qui sont en aval. Et notamment le barrage de Sakuma, qui est essentiel, puisque pour contrôler le transport des sédiments. Et sur la base de notre plan de gestion intégré, nous avons identifié nos objectifs, donc qui sont au nombre de 6. Premier objectif, donc maintenir la continuité du transport des sédiments. Il ne faut pas que le flux de transport soit bloqué à un moment ou à un autre, notamment au niveau du barrage de Sakuma. Il faut qu'il y ait des approvisionnements suffisants de sédiments en aval. Ensuite, nous devons également trouver des solutions intégrées pour chaque problème et tenir compte de l'impact que ces solutions auront sur les autres éléments du système, donc sur la totalité du système. De la même façon, objectif numéro 3, nous devons assurer la protection et la prévention des catastrophes. Nous devons également assurer un rôle de limitation des dégâts causés par ces catastrophes. Et chaque action a un impact sur ce niveau de protection et de prévention contre les catastrophes. Nous devons y penser, bien sûr, dans nos objectifs.
Quatrième objectif, assurer l'utilisation des ressources en eau de façon appropriée. Objectif numéro 5, maintenir et préserver les environnements côtiers et fluviaux. Et enfin, promouvoir un système de gestion des sédiments qui puisse s'adapter facilement aux changements dans l'environnement. Et une des caractéristiques de ce système de gestion intégrée est qu'il y a un taux de transport des sédiments fixé en fonction des emplacements le long du fleuve. Donc, pour vérifier le taux de transport. Par exemple, au barrage de Sakuma, ou de Akiha, ou de Funagira, vous avez à chaque fois un taux de transport des sédiments différent. Ici, par exemple, on a 10 000 mètres cubes par an, et vous avez donc dans ce plan des taux qui sont indiqués, 36, 72 par exemple, qui correspondent donc à la légende donc, que vous pouvez voir en bas. Et donc ces objectifs sont chiffrés. Et ensuite, une fois que nous avons ces chiffres, il faut évidemment en faire le suivi pour s'assurer que le débit correspond bien aux chiffres qui ont été indiqués dans les objectifs. Sur la base de ces relevés, eh bien, nous devons bien sûr nous concentrer sur les modes opérationnels pour atteindre ces objectifs. Par exemple, le drainage pour la maintenance du barrage. On peut mettre en place, par exemple, des actions donc qui peuvent aller en bas en fonction qui se déplacent vers l'aval. Nous avons des ouvertures de vannes qui peuvent être mises en place de façon ponctuelle en fonction des besoins. Quand on regarde également le lit fluvial, on voit que on peut avoir une accumulation sédimentaire parfois et que pour éviter que cette accumulation s'accélère, eh bien nous pouvons mettre en place un système d'excavation des sédiments qui peuvent être après utilisés pour restaurer les plages. Au niveau de la côte, nous utilisons donc les sédiments ou le sable qui a été récolté en amont pour restaurer les plages et pour protéger les écosystèmes côtiers. Voici donc maintenant le détail donc du barrage de Sakuma. En amont, vous avez ici des galeries de dérivation des sédiments qui ont été développés pour transporter les sédiments. Vous avez donc le barrage de Miwa qui est là et qui permet donc avec ce tunnel donc de dérivation de transporter une certaine quantité de sédiments fixés. En haut, en aval, vous avez donc ici les dépôts de sédiments. Et ici, au deuxième niveau, vous avez donc à chaque étape vers l'aval les barrages. Et on peut mettre en place ces systèmes de dérivation au niveau qui sont le plus adaptés pour faire passer donc ces sédiments vers l'aval, vers la zone côtière. Voici donc quelques photographies de ce tunnel de dérivation. Ici, vous avez la sortie donc du barrage en aval. Et maintenant, nous allons passer à la phase de suivi et évaluation. Donc, pour le fleuve Tennu, nous avons des photographies aériennes qui nous permettent de comparer
l'évolution et l'érosion donc de la zone côtière entre 1946 et 2001. En 1956, le barrage de Sakuma a été créé et on voit évidemment l'influence qu'il a eue. En termes de érosion côtière, nous devons également avoir des informations sur les berges, c'est essentiel, et au niveau de l'embouchure et aux alentours. Ici, on peut voir un petit peu les informations qui sont liées au lit fluvial et aux distances, à la distance qui a été impactée à travers les années. Il est important de vérifier donc l'approvisionnement en sédiments vers l'aval. Pour atteindre donc cet objectif volumétrique de sédiments vers l'aval, eh bien nous devons utiliser des enquêtes bathymétriques pour le suivi. Et sur la base de ces informations, nous pouvons choisir une zone spécifique, qu'il s'agisse de l'embouchure, qu'il s'agisse d'une zone à l'ouest ou à l'ouest, par exemple, et avoir ainsi des estimations sur les alluvions en suspension et sur la façon dont les chiffres sont atteints. Donc, les données de bathymétrie sont très importantes, mais je crois que la première étape est d'avoir donc les données sur le littoral. Et ici, je voudrais vous montrer un certain nombre des techniques pour faire l'observation, la surveillance. Donc, vous pouvez utiliser, par exemple, aussi de façon de le faire régulièrement, donc de façon fréquente pour pouvoir voir les changements qui apparaissent. Plus tard, peut-être que je vous expliquerai comment est-ce qu'on utilise le radar à ceinture d'ouverture, le SAR en anglais ou RSO en français. Mais ce qui est important, c'est surtout la fréquence, c'est-à-dire qu'il faut vraiment le faire régulièrement parce que les radars SAR ne sont pas gênés par une couverture nuageuse et on peut le faire de jour comme de nuit. Mais d'un autre côté, il y a des avantages, c'est-à-dire que la classification n'est pas toujours possible. Dans certains cas, on n'a pas très bien pu reconnaître le littoral. On peut utiliser également des caméras sur le site, et ça c'est très important parce que ça nous donne des images immédiates. Là, vous avez des exemples. On a installé donc 3 caméras sur site pour surveiller donc l'embouchure, et ensuite on voit la différence au fur et à mesure. On peut changer également par rapport à différentes angles et de perspectives, et ça permet d'avoir une animation et qui montre la différence sur plusieurs mois. Comme ça, on voit dans l'embouchure comment est-ce que le sable a pu évoluer. Donc, ça peut être utilisé pour surveiller et mieux comprendre les conditions régulières sur l'embouchure et de réfléchir et quelles sont donc la gestion appropriée à faire. Pour calculer la bathymétrie également, on peut aussi utiliser ce qu'on appelle les films UAV, c'est-à-dire avec les avions en personne, ça nous permet de faire des images, et sur la page de ça, on peut donc le faire et estimer donc la base nécessaire. Donc là, vous avez la possibilité de voir le phénomène local, et on peut utiliser donc aussi ce phénomène pour ça. En même temps, on peut aussi utiliser d'autres systèmes, par exemple les navires de pêche. Ils ont tous des sonars ou des GPS. D'accord, je vois que j'ai plus beaucoup de temps, donc je vais essayer d'aller plus vite. Donc, on peut utiliser les GPS ou les sonars en utilisant donc ces données. Ça permet aussi d'avoir des données de bathymétrie. Ensuite, voici une autre approche avec des capteurs qui viennent des satellites. On peut aussi regarder le panache fluvial. Et ça donne également donc les changements, mais c'est souvent pour de l'eau qui serait plutôt turbide. Donc ça permet de voir la différence et la réduction notamment des sédiments dans tel ou tel endroit.
Donc, je crois que je n'ai pas beaucoup de temps, donc je voulais vous en expliquer d'autres choses, par exemple les mesures de protection côtière, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais passer ça. Donc, vous voyez, on a différentes choses, les PI, les récits artificiels, la reconstitution, etc. Mais on a parfois changé notre activité. Au départ, on a eu la loi qui a changé. Et ce qui est important, c'est pas simplement d'avoir la protection des côtes, mais également l'environnement et la conservation de temps. Donc, on utilise, par exemple, ce qu'on récupère pour reconstituer les plages. Ça, c'est une façon très importante. Également, les récifs artificiels sont importants parce que ça ne gêne pas, par exemple, le paysage des plages. Et puis, il y a quand même des problèmes là-dessus parce que on ne connaît pas toujours quel est les résultats physiques des récifs artificiels. Donc là, vous avez un cas ici d'une protection qui a été faite à Amano Hashidate et qui était en fait une combinaison de plusieurs techniques avec une galerie de dérivation, avec des brise-lames submergées également et des épis. Donc en combinant tous ces efforts, on est réussi à atténuer les problèmes d'érosion et de restaurer la plage le long de Amano Hashidate. Et puis, un autre élément intéressant, c'est de faire donc des dérivations, des déviations le long des côtes. Par exemple, quand on crée des ports, très souvent ça empêche cela. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met une pompe en amont. Et ensuite, on a aussi la possibilité donc de transporter de façon artificielle les sédiments pour compenser la dérive littorale. Donc là, vous avez des exemples ici de déviations qui ont été faites avec ces pompes à jet d'eau et ça permet d'améliorer le transport des sédiments. Je suis désolée, j'ai pris trop de temps. Je vais m'arrêter donc ici. Et je redonne la parole au modérateur. Merci encore et désolé d'avoir pris tant de temps.